Crime s'installe ce soir dans le sud-ouest de la France pour vous raconter 3 faits divers qui ont bouleversé toute une région. Drame en Aquitaine, c'est tout de suite. À 54 ans, Daniel est un patron de bar installé sur la Côte d'Argent. Connu et apprécié de tous, il a monté ce commerce avec son épouse, Christine. Et en 6 ans, ils se sont construits une véritable clientèle d'habitués. Mais le 23 septembre 2004, la vie du couple va soudain basculer. Il est 22 h quand Daniel, qui vient de faire la fermeture, est abattu d'une balle dans le dos. Alors, que s'est-il passé ce soir d'automne 2004? Pour quelle raison le patron de bar a-t-il été tué? S'agit-il d'un braquage qui a mal tourné ou bien le meurtre du quinquagénaire a-t-il été prémédité? C'est une chape de plomb qui tombe et les informations que nous recevons sont effectivement pour moi comme un coup de poignard, comme une gifle. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu venir. Le 27 avril 2012, les policiers de Périgueux reçoivent un coup de téléphone de leurs homologues parisiens. Dans leurs locaux, Vincent, un jeune homme de 21 ans, dit vouloir porter plainte pour viol. Il accuse un homme de 40 ans de l'avoir agressé sexuellement à de nombreuses reprises entre 8 ans et 13 ans. Alors, qui est cet homme accusé des pires sévices? Comment a-t-il pu profiter d'un enfant en toute impunité durant 5 longues années? Et surtout, y a-t-il eu d'autres victimes? Ils mettent la main sur plus d'une centaine de milliers de fichiers à caractère pédopornographique. Et ils estiment finalement qu'en une dizaine d'années, ce sont plus de 208 000 fichiers de ce type qui ont transité dans ses mains. C'est colossal. À 74 ans, Colette est une grand-mère aimante, très proche de ses petits-enfants. Vivant seule, elle a aussi pour habitude de se retirer de temps en temps dans sa maison de campagne. Mais ce 24 juillet 2014, le séjour tourne au drame. Et alors que les flammes ravagent la maison de Colette, elle reste injoignable. Alors, où est passée la septuagénaire? Était-elle piégée à l'intérieur de la bâtisse en feu? Et qui est à l'origine de cet incendie dévastateur? C'est un homme dont on n'oublie pas le regard. C'est un homme qui a un regard perçant, qui vous glace. Un homme déshumanisé, qui n'a aucun affect. Crime se rend tout d'abord sur la Côte d'Argent, dans la commune de Mimizan. Une nuit de septembre 2004, un patron de bar est abattu froidement devant son commerce. Découvrez cette histoire saisissante pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir la sombre histoire de Daniel, un patron de bar tué d'une balle dans le dos. Un crime mystérieux qui plongera les gendarmes de Mimizan dans une enquête complexe. Il y a 6, 7, 8 personnes qui peuvent être susceptibles d'être impliquées dans ce dossier. Il y avait plusieurs hypothèses, même beaucoup d'hypothèses. Un amant est conduit, un créancier mécontent, un rôdeur. Il y avait beaucoup de possibilités. Nous sommes à Mimizan,
une station balnéaire touristique de 6 900 habitants, située dans les Landes. La commune est connue pour ses plages de sable fin et ses forêts de pins. Dès les beaux jours, les touristes y affluent pour admirer son décor de cartes postales. Mimizan est une ville côtière, une ville de tourisme qui a une activité intense tout l'été et qui l'hiver vivote avec une certaine partie de la population qui affairée l'été est là en stand-by en attendant que les touristes reviennent. Pourtant, le soir du 23 septembre 2004, vers 22 h, la ville paisible de Mimizan va se retrouver dans la tourmente. On est dans la pénombre et il y a une détonation qui retentit. Une femme descend de l'appartement au rez-de-chaussée, trouve son mari gisant par terre en train de convulser et elle va tout de suite appeler les secours. Arrivés sur place, pompiers et gendarmes se précipitent auprès de la victime qui est toujours vivante. Les secours tentent alors de la réanimer, en vain. Malheureusement, ils ne pourront que constater le décès de la personne qui gît par terre dans son sang et cette personne n'est autre que le propriétaire du bar qui est situé sur place où les pompiers viennent d'arriver puisque le propriétaire avait son logement qui était juste au-dessus de son commerce. Christine est sous le choc. Elle vient de perdre son mari Daniel. Il avait 54 ans. Alors, que s'est-il réellement passé en ce début d'automne 2004 à Mimizan? Qui peut bien en vouloir au patron de bar? Et pour quelle raison l'avoir exécuté de la sorte? À Mimizan, les gendarmes procèdent aux premières constatations. Visiblement, le patron du bar a reçu une balle dans le dos. Sur place, au moment du drame, Christine, la femme de la victime, est interrogée. Elle va indiquer qu'elle était à l'étage avec sa fille qui dormait et qu'elle avait pris un somnifère et qu'elle était effectivement alitée, qu'elle a été réveillée par le bruit de la détonation. Toujours avec l'aide de Christine, les enquêteurs tentent alors de retracer les dernières heures de Daniel. Comme à l'accoutumée, le patron du bar va fermer le bar une fois que les derniers habitués auront décidé de partir. Et puis il va traverser la petite cour de gravier, allumer la lumière de la porte et du couloir qui le mène à l'étage pour monter dans son appartement, rejoindre femme et enfants. Mais Daniel n'aura pas le temps d'arriver chez lui, abattu froidement dans le dos par son agresseur. Les enquêteurs n'en sauront pas plus. Ils libèrent Christine, qui s'empresse d'alerter sa famille. J'étais tranquillement à mon domicile installé avec ma conjointe et sa maman à l'heure du repas. Le téléphone a sonné et j'ai été contacté par Christine qui m'a appelé pour m'indiquer qu'on avait tiré sur mon père et qu'il fallait que je me rende de suite à Mimizan. Emmanuel, alors âgé de 25 ans, est le fils aîné de Daniel, né d'une première union. Il habite à quelques kilomètres de Mimizan et arrive immédiatement sur place. Quand je suis arrivé, j'ai vu des cordons qui protégeaient la scène avec interdiction de s'en approcher. J'ai vu des gendarmes, je les ai interrogés pour savoir donc, ce qui s'était passé. Et là, un médecin du SAMU est arrivé et nous a informé donc, du décès de mon père. Pour l'entourage de Daniel, c'est l'incompréhension. Chacun essaye alors de trouver une explication. On pense à un braquage, on pense oui, à toute possibilité par rapport à l'argent. Voilà, c'est la pensée qu'on avait prioritairement.
Le principe du braquage d'un bar n'a rien d'aberrant. D'abord parce que ce sont des endroits où on dépense en liquide. D'autre part parce que c'est un bar où il y a une habilitation, une licence jeu. Autrement dit, beaucoup d'argent liquide qui circule. Et on pourrait imaginer effectivement qu'un cambrioleur quelconque, qu'un voleur de fortune puisse être intéressé par la sortie d'un bar. Mais les investigations des gendarmes vont mettre à mal cette première hypothèse. On retrouve de l'argent sur Daniel, on retrouve les clés du bar sur lui. Et les enquêteurs, en entrant dans le bistrot, vont s'apercevoir que rien n'a été fouillé, la caisse est intacte, les billets sont là, rien n'a été dérobé, il n'y a aucune trace de fouille nulle part. L'hypothèse du braquage est donc écartée. À cet instant, les enquêteurs n'ont ni arme du crime, ni même un témoin qui aurait pu apercevoir un quelconque suspect. Mais au vu des faits, une piste se dessine. Manifestement, pour avoir été tiré comme ça dans le dos, à une heure assez tardive, alors qu'il venait d'allumer la lumière dans sa cour, forcément, le tireur connaissait les habitudes de ce commerçant. Alors, le tireur est-il un proche du patron du bar ou bien un habitué? Quelqu'un avait-il une raison de supprimer Daniel? Et que vont découvrir les enquêteurs en se penchant sur le profil de l'homme de 54 ans? À Mimizan, Daniel est une véritable figure locale. Tout le monde le connaît. Enfant du pays, il a ouvert un bar-restaurant-hôtel il y a maintenant 6 ans avec Christine, sa nouvelle compagne. Christine était ouvrière et mon père donc lui aussi est rentré dans la même entreprise comme ouvrier aussi. Ils se sont rencontrés donc sur le lieu de travail. Suite à cette rencontre, une idylle est née et puis ils se sont mis en ménage. Et de leur discussion, de leur volonté à tous les deux, ils avaient toujours l'idée de reprendre une affaire et de monter une affaire d'un hôtel-bar-restaurant. Alors qu'ils travaillaient tous deux à l'usine, le couple s'unit et se reconstruit après un passé tumultueux. Ils ont des destins qui sont étonnamment parallèles. L'un comme l'autre a perdu son conjoint dans des conditions prématurées, accidentelles pour Daniel et de maladie pour Christine. Ils ont formé ce couple qui avait envie de sortir, je pense, d'une situation peu enviable d'ouvrier à l'usine. Et bon, c'était le moyen de s'élever que d'acheter ce fonds à tous les deux. Et donc, ils ont tout pour former une famille, une nouvelle famille. Véritable personnalité, Daniel attire la clientèle. Et très vite, le commerce fonctionne. Daniel, le patron du bar, c'est une figure sympathique. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui a un relationnel très affectif avec l'ensemble de la clientèle qui lui est plutôt habituée, avec des gens qui lui font confiance. C'est une clientèle bigarrée, effectivement, clientèle qui porte des surnoms, qui renvoie des films policiers des années 50 ou à du Audiard. Il y a le Zouave, il y a le Marseillais, il y a le Mécano, il y a la Boule, il y a ma pomme, enfin voilà. Des surnoms qui sont un peu passés de mode et une faune qui joue un peu à se faire peur, de toute évidence. Mais ces hommes seraient-ils allés jusqu'à commettre l'irréparable? C'est ce que les gendarmes vont tenter de savoir en interrogeant les différentes connaissances de Daniel. On va passer en revue sa propre famille et l'intégralité des habitués et de la clientèle du bar. Ce qui va faire beaucoup de personnes à entendre, avec beaucoup de versions diverses et variées.
Elle va ressortir de l'interrogatoire des habitués la confirmation d'une gestion un peu calamiteuse de ses affaires par Daniel, puisque pour pouvoir maintenir à flot son bar, il a été contraint d'emprunter de l'argent un peu à droite à gauche, ce qui constitue des mobiles évidemment dans l'esprit des enquêteurs. En moins de 24 heures, la liste des suspects est conséquente pour les enquêteurs. Daniel a emprunté de l'argent à de nombreux clients et proches. Des sommes non remboursées qui pourraient monter jusqu'à 8 000 €. Mais les suspects ne sont pas inquiétés. On va découvrir très rapidement que soit il n'était pas là le jour des faits, ou qu'il n'y avait pas de raison majeure de le tuer. Donc ils n'ont rien à voir dans le dossier manifestement. En revanche, au fil des interrogatoires, un nom revient souvent. Un nom qui va rapidement intéresser les enquêteurs. Il apparaît une personne dite le mécano, qui est Jacques, lequel apparaît comme le nouvel amant de Christine. Concernant cet élément, Christine est à nouveau entendue par les enquêteurs. Christine va nier sa relation avec Jacques. Elle reconnaît une vie un peu tumultueuse, elle reconnaît un amant régulier avec lequel elle aurait rompu quelques mois auparavant. Alors, qui est Jacques, dit le mécano? Quel lien a-t-il véritablement avec Christine et Daniel? Les enquêteurs de Mimizan sont-ils face à un crime passionnel? Deux mois après le meurtre du patron de bar, le tueur est toujours dans la nature. Tout comme l'arme du crime. À cette étape de l'enquête, les gendarmes se penchent sur le profil de leur suspect numéro 1, Jacques, dit le mécano. Jacques est arrivé assez récemment dans cette société déjà constituée d'habitués du bar. Il est mécanicien. Il a, semble-t-il, monté dans un village tout proche une activité de mécanique. Il a une présence assez imposante physiquement, et puis il est assez sûr de lui. Il s'est imposé petit à petit dans le café. Alors quand j'y venais, quand j'étais présent, il se faisait discret. Quand il m'apercevait, il repartait. Mais j'ai appris par la suite qu'en mon absence, il avait plutôt tendance à s'imposer, voire à passer derrière le bar et à se comporter presque comme le patron du bar. Il apparaît clairement que Jacques connaît bien Daniel. Habitant dans la ville voisine, il passe au café presque tous les jours de la semaine, après le travail. Quant à l'étude de son casier judiciaire, il interpelle les enquêteurs. Il va s'engager dans l'armée à 17 ans pour déserter purement et simplement, illégalement, dans les 2 ans qui vont suivre. Il collectionne 11 condamnations à son casier judiciaire. Les gendarmes de Mimizan s'interrogent. Jacques est-il vraiment le nouvel amant de la femme du patron, comme l'ont indiqué plusieurs clients? Et que faisait-il le soir du crime? Il reconnaît qu'il a eu une, peut-être 2 relations avec Christine, mais bon, il explique par ailleurs avoir eu des problèmes de santé, ce qui expliquait son absence du bar, remarqué d'ailleurs, la semaine précédant le crime. Il donne des emplois du temps qui le renvoient en Gironde, qui le renvoie chez sa compagne officielle, et chez diverses connaissances pour chercher des pièces détachées, pour monter en moteur, enfin une activité très, très réglée qui de toute évidence ne devait pas, à défaut de vérification, lui permettre d'être présent ce soir-là à Mimizan. A priori, Jacques a un alibi.
Les enquêteurs veulent alors en savoir plus sur la véritable nature de la relation entre les deux amants. Ils vérifient les conversations téléphoniques passées entre Christine et Jacques la semaine du crime. 3 jours avant le décès de Daniel, Christine et Jacques vont se téléphoner 72 fois. Et à partir du 23 septembre, c'est-à-dire à partir de la mort de Daniel, dans les 3 jours qui vont suivre, il ne va plus y avoir qu'une seule communication téléphonique, ce qui évidemment interpelle. Ce changement d'habitude questionne. D'autant plus que les jours qui suivent le meurtre de Daniel, les deux amants se sont visiblement rapprochés. De façon peu opportune et je dirais peu discrète, Jacques aura pris un logement pour s'installer avec Christine. Alors, pas à Mimizan, plus loin, dans une ville avoisinante, mais effectivement, ça intrigue énormément les enquêteurs et qui trouvent qu'elle se console assez vite du décès de son mari. Et ce n'est pas tout. En s'intéressant au patrimoine financier de Christine et Daniel, les gendarmes tombent sur un document qui les intrigue tout particulièrement. On découvre qu'une assurance vie avait été souscrite par Daniel quelque temps auparavant et que la seule et unique bénéficiaire de cette assurance vie, c'est Christine. Et que le montant de l'assurance vie peut permettre d'éponger les dettes du bar. Alors, Christine aurait-elle fomenté le meurtre de son mari? Son amant, Jacques, aurait-il servi de bras armé? Les enquêteurs réussiront-ils à délier le vrai du faux des différentes versions et connaître, enfin, la vérité? À Mont-de-Marsan, les enquêteurs du groupement des Landes reprennent le dossier. Face à tous les éléments, les amants sont placés en garde à vue. Jacques, dit le mécano, est le premier à parler. Rapidement, il admet être l'amant de Christine, ce qui est un secret de polichinelle quand même, parce que, voilà, c'est pas le premier, et c'est une actualité que tout le monde connaît. Néanmoins, il va mettre à distance tout ce qui peut le lier à cet homicide. Si Jacques avoue être l'amant de Christine, il nie formellement son implication dans le meurtre de Daniel. Alors, les enquêteurs le confrontent aux écoutes téléphoniques et sa réaction ne se fait pas attendre. Il reconnaît très vite les faits en disant oui, c'est moi qui ai tiré. Et il donne un certain nombre de détails où se trouvait le fusil qu'il a été cherché dans la voiture qui appartient à Christine. L'arme est une carabine 22 long rifle. Il l'a achetée chez un marchand d'armes 4 ans auparavant. Quant au scénario du crime, rien n'a été laissé au hasard. Il va guetter, grâce à diverses surveillances, l'heure prévisible de sortie de Daniel de son bar. Il va attendre, appuyé contre une voiture, que celui-ci soit en situation d'être tiré. Sa description est très glaçante puisque on peut imaginer un tireur très anxieux, très nerveux, et pas du tout. Il est tellement détaché, tellement calme, qu'il avoue s'être assoupi contre la roue de la voiture et n'avoir été réveillé que par le crissement des pas de Daniel sur le gravier de la cour. De son côté, Christine passe également à table. Selon ses dires, elle était au courant que son amant voulait tuer son mari, mais elle ne pensait pas qu'il passerait à l'acte.
Elle va dire donc que Jacques l'a fait tout seul, par amour pour elle. Il avait remarqué les dissensions dans son couple, la quasi-ruine du commerce. Et donc Jacques, en bon chevalier blanc, a décidé de trucider le mari. Quant au mobile du crime, les enquêteurs ont leur petite idée. Les motivations de l'un et de l'autre sont différentes mais convergentes. Pour Jacques, c'est de devenir un petit peu calife à la place du calife, c'est de récupérer un statut de patron parce que c'était pas lui, c'était de pouvoir être le légitime de Christine parce qu'il ne l'était pas, il n'était que l'homme de l'ombre, d'avoir un statut officiel et effectivement de vivre au grand jour l'amour qu'il avait pour cette femme. Pour Christine, ça pourrait être différent. On peut dire que le mobile financier est, on va dire, le mobile principal, se débarrasser peut-être facilement d'un époux qu'elle n'aimait plus, qu'elle ne respectait plus, et qui plombait les finances du couple, et puis qu'elle n'avait plus du tout envie de voir dans son lit. À l'issue de leur garde à vue, Jacques est mis en examen pour meurtre avec préméditation et Christine pour complicité. Pour Emmanuel, le fils de Daniel, c'est un véritable coup de massue. C'est une chape de plomb qui tombe et les informations que nous recevons sont effectivement pour moi comme un coup de poignard, comme une gifle. C'est quelque chose que nous n'avons pas vu venir. L'acceptation qu'elle refasse sa vie, germer à peine, le fait qu'elle ait eu des amants, enfin voilà, mais qu'ils soient eux, les personnes qui ont eu ce souhait donc d'ôter la vie à mon père, c'était oui terrible, terrible. C'était très difficile à encaisser. Alors, Jacques a-t-il vraiment décidé de tuer Daniel de sa propre initiative, sans l'aide de Christine? Les deux amants auront-ils la même version des faits face aux jurés? Et quel sera leur verdict? Le 1er juin 2007, plus de 2 ans après l'assassinat de Daniel, le procès des deux amants s'ouvre devant la cour d'assises de Mont-de-Marsan. Pour la toute première fois depuis leur arrestation, Christine et Jacques se retrouvent confrontés à la famille de la victime. J'avais pas une volonté délibérée que justice soit faite, voilà, j'avais confiance parce que pour moi le dossier était tellement lourd et ficelé, voilà, il y a eu des aveux, enfin, il y avait un dossier qui pour moi devait conduire un procès qui permettait justement d'avoir une justice équitable par rapport à l'événement. Alors que les deux accusés ont livré des témoignages différents lors de leur garde à vue, les proches de Daniel attendent des réponses claires quant à leur motivation. Jacques va faire une déclaration au début de procès indiquant qu'il dirait toute la vérité et part très rapidement dans des versions complètement loufoques qui vont rendre plus compliqué la capacité du ministère public et des parties civiles à caractériser le rôle exact de Christine. Appelée à son tour à la barre, la femme de la victime va donner une image d'elle très intrigante. Elle a été au procès ce qu'elle est dans la vie. Une femme de tête, une femme de caractère, une femme forte, une femme froide, une femme qui a beaucoup de ténacité et qui sait très bien où elle veut aller, où elle va et comment faire. On se rend compte que la tête pensante, c'était elle et que c'est elle qui a manœuvré, dirigé les sentiments de Jacques et qu'elle l'a conduit à faire le geste. Le 8 juin 2007, après 6 jours d'audience, Christine et Jacques sont respectivement condamnés
à 22 et 25 ans de réclusion criminelle. Des peines qui seront réduites à 15 et 20 ans lors du procès en appel, un an plus tard. Je me dis que voilà, c'est peu donné pour quelqu'un qui ôte la vie à d'autres. Néanmoins, je pense aussi à ma petite sœur, et voilà, donc c'est difficile. Le sentiment est mitigé. Sincèrement, le sentiment est mitigé. En 2012, 4 ans après cette dernière condamnation, Christine est libérée. Jacques, quant à lui, est sorti de prison en 2018 grâce aux remises de peine. Il aura passé en tout 14 ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, à Mimizan, le bar-restaurant de Daniel a laissé place à un immeuble. Pourtant, ni les habitants de la commune, ni la famille de la victime n'ont oublié l'homme qu'il était. Par rapport à tout ce qui s'est passé, le plus dommageable, c'est que désormais, mes enfants ne verront pas leur grand-père, ils ne le verront jamais. Mais j'essaie de garder le sourire, un peu d'humour, voilà. Respecter les autres aussi, parce que ce que mon père faisait quand même. Crime se dirige maintenant à une centaine de kilomètres à l'est de Bordeaux, dans la ville de Périgueux. Au printemps 2012, une sordide affaire de pédophilie éclate au grand jour. Voici un document inédit pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir les destins brisés de jeunes garçons, manipulés et bafoués par leur mentor. Une effroyable affaire criminelle qui a pourtant bien failli ne jamais être révélée. Il y a une véritable emprise psychologique, bien sûr. Des enfants et un adulte. Comment il peut en être autrement? Ça ne peut pas être autrement. La relation est totalement déséquilibrée. Il n'y a pas de relation. C'est un chasseur et c'est des proies. Un prédateur des proies. Nous sommes à Périgueux, au cœur de la Dordogne. Construite il y a plus de 2000 ans, sur les bords de la rivière Lille, la ville possède pas moins de 44 monuments historiques, avec notamment sa célèbre cathédrale. C'est une petite ville de province, une petite préfecture, 30 000 habitants, une centaine de milliers si on y ajoute l'agglomération. Ce qui est sûr, c'est que c'est la capitale de la Dordogne, la grande ville de la Dordogne. Il y a une cité gallo-romaine, il y a un musée, une belle petite ville où c'est très très agréable de vivre. Mais au printemps 2012, la plénitude périgourdine va être mise à mal. Au matin du 27 avril, le commissariat de la ville reçoit un appel de la brigade de protection des mineurs de Paris. Dans leurs locaux, un jeune homme de 21 ans, que nous appellerons Vincent, veut déposer plainte. Il relate les faits en indiquant que pendant plusieurs années, il est victime dans un premier temps d'agression sexuelle et de viol de la part de cette personne qui, en plus, à l'époque, est en lien avec les enfants. Ces viols, dénoncés par Vincent, ont été commis il y a 13 ans, dans la commune de Périgueux. Alors, que s'est-il réellement passé durant son enfance? Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de se confier? Et qui est cette personne que le jeune homme accuse? À Périgueux, la police judiciaire convoque Vincent
afin de compléter son témoignage. Face aux officiers, le jeune homme revient en détail sur son parcours et son enfance en Dordogne. Il avait une maman qui travaillait beaucoup justement pour essayer de subvenir aux besoins de la famille, qui avait plusieurs emplois, donc qui était assez peu présente à la maison. On parle d'un jeune homme un peu désabusé, qui a plus de repères familiaux, qui est un petit peu, j'allais dire, isolé au sein de sa propre famille. Quelqu'un de relativement addict aux jeux vidéo, hein, il le disait lui-même, hein, il était accro. En 1999, Vincent a 8 ans lorsqu'une salle de jeu en réseau ouvre ses portes à 2 pas de l'école primaire. Une véritable aubaine pour ce jeune garçon qui trouve refuge dans cette antre du jeu vidéo. Il allait souvent à la salle de jeu, Netrunner. Il n'avait pas une vie familiale facile, manifestement. Chaque jour, Vincent, complètement livré à lui-même, passe plusieurs heures à jouer avec ses amis virtuels. Et là, il rencontre le gérant de la salle, qui est en même temps le maître de ces jeux de réseau. Et il sympathise, il se met à se faire confiance, il s'aide, il s'entraide. Le gérant devient un petit peu de maître de jeu, il devient un peu grand frère, ami, confident. Au fil des mois, ils deviennent de plus en plus inséparables. Yannick, le fameux gérant de 28 ans, devient alors un véritable mentor pour le garçonnet. Vincent le dit, hein, s'il a aussi développé, j'allais dire, cette amitié, enfin en tout cas ce rapprochement avec Yannick, c'est avant tout parce qu'il était addict aux jeux vidéo. Au fil du temps, Vincent et Yannick développent une autre passion, celle pour les figurines à peindre. Une activité minutieuse qui va les amener à se rapprocher davantage. Cette passion, ils vont la poursuivre de la salle de jeu à chez Yannick, donc le gérant de la salle de jeu. Et ils continueront comme ça, toujours en resserrant ce lien. Jusqu'au moment où Yannick va faire de plus en plus découvrir son propre univers à cet enfant. Mais ces journées et ces soirées chez Yannick vont peu à peu dégénérer. L'homme commence à abreuver Vincent de vidéos pornographiques. La sexualité qu'ils voient à la télé, c'est celle que Yannick va leur présenter. C'est celle d'enfants mineurs qui pratiquent des actes sexuels, mais de manière très édulcorée. C'est pas des images, c'est pas du gore, c'est pas du trash. Non, mais ça reste de la pédophilie brute. Des viols d'enfants, on parle de ça. Mais ce n'est pas tout. Yannick organise également dans le huis clos de son appartement des jeux pour le moins obscènes. Cap, pas cap, action, vérité, des choses comme ça. Quand on dit action, c'est caresse-moi la jambe, l'entrejambe, l'oreille, un baiser, une embrassade, baisse ton pantalon. Et de fil en aiguille, on en arrive à des jeux de plus en plus érotisés, même s'ils étaient en réalité dès le départ érotisés ces jeux, mais de manière bien plus manifeste, jusqu'au moment où on va arriver à des actes. C'est un engrenage qui est assez étonnant, cette progression lente vers le viol, et où là on sent que Vincent est entre guillemets pris au piège parce que c'est à ce moment-là où il ne peut plus parler. On sent qu'il disait qu'il était plus rien. Durant 5 longues années, Vincent subit les assauts de son mentor. Il le vit de plus en plus mal. Chez lui, il parle plus. Il se renferme sur lui et il est prisonnier d'une mâchoire qui s'est refermée. Cette mâchoire, c'est Yannick. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que Vincent cesse finalement de fréquenter Yannick et la salle de jeu en réseau. Complètement perturbé, l'adolescent se réfugie alors dans les stupéfiants. À sa majorité, il déménage à Paris, mais ne parvient pas à échapper à ses vieux démons. On sait qu'il se drogue, qu'il a pratiqué des scarifications, il n'a plus de boulot. En fait, sa vie, il s'aperçoit que c'est un échec total. Enfermé dans une spirale infernale, Vincent est incapable de se confier à ses proches.
ou même de déposer plainte. Pour le docteur Albardier, médecin psychiatre spécialisé dans les actes de pédophilie, ce mutisme est symptomatique des victimes d'agressions sexuelles. Parfois, il y a des enfants qui ne parlent pas parce qu'ils se sentent coupables, parce que l'agresseur les a mis dans une situation où il leur a expliqué, par exemple, si tu racontes les choses, ton papa va mourir, on se verra plus, ou des choses comme ça. À l'image de Vincent et de son parcours chaotique, cette emprise psychologique peut avoir de lourdes conséquences. Mentalement, il va vivre les choses, un peu se dissocier. On appelle ça la dissociation. C'est-à-dire qu'à la fois, il va vivre quelque chose qui est tellement étranger que pour s'en protéger, finalement, il peut faire soit un blackout par rapport à ça, comme s'il n'y avait pas de souvenir, une forme de déni de cette situation-là, et puis vivre comme si il vivait en surface. Avec les années, des choses très naïves, une odeur, une image, une histoire, une pensée, une rencontre, quelque chose qu'on n'arrive pas à forcément identifier, va ramener ce phénomène-là. Dans le cas de Vincent, c'est un récent séjour dans sa ville natale qui va le pousser à déposer plainte ce 27 avril 2012. En parallèle de cette audition, les brigadiers de Périgueux travaillent sur une autre affaire de pédophilie. La police enquête de son côté, fait son bonhomme de chemin sur des téléchargements de fichiers pédopornographiques mettant en scène donc des enfants se faisant violer, commettant des actes sexuels. Et ils se rendent compte que une de ces adresses IP est localisée à Périgueux. Et à ce moment-là, il y a un rapprochement qui se fait. Ils localisent cette adresse qui correspond manifestement au fameux Ionic. Alors, comment le gérant de la salle de jeu va-t-il réagir face à toutes ces accusations? Ionic avouera-t-il les faits? Et dans combien d'affaires est-il réellement impliqué? Aux yeux des enquêteurs, Ionic, 40 ans, apparaît désormais comme un dangereux prédateur. Pourtant, l'homme n'a pas de casier judiciaire et n'a jamais fait parler de lui. Il a grandi à Périgueux, dans une famille équilibrée, aux côtés de son frère cadet. Il n'a aucun problème durant son enfance, il est bien entouré par des parents attentifs, aimants et attentionnés, et il n'a subi lui-même aucune maltraitance physique, psychologique ou sexuelle. Mais dès son plus jeune âge, il subit de lourdes opérations chirurgicales. C'est un enfant qui est né avec un micro-pénis. Du coup, toute son enfance et son adolescence va être une succession d'opérations, de chirurgie, d'interventions chirurgicales pour lui reconstruire un canal urinaire. Malgré ce traumatisme, Ionic parvient à suivre une scolarité normale et devient à l'âge adulte animateur de centres aérés. Il va travailler principalement avec les mineurs, puisqu'il va intervenir dans des écoles. Il gère la cantine, les garderies des enfants. Puis à la fin des années 90, Internet se popularise et il ouvre une première salle de jeu en réseau, puis une seconde, bien plus grande. À Périgueux, personne ne le connaissait vraiment, à part les jeunes qui allaient dans son établissement. On peut dire que c'est une personne tout à fait lisse, un établissement normal, des gamins qui s'éclatent sur les jeux en réseau. Sur le plan personnel, Ionic assume pleinement son homosexualité. Il est en couple avec un jeune homme qu'il a rencontré à la salle de jeu à l'époque de ses 15 ans, mais qui est beaucoup plus jeune que lui. Donc toujours cette attirance, on va dire, pour des jeunes hommes. Un détail qui ne passe pas inaperçu auprès des enquêteurs. 5 semaines après la plainte de Vincent, le quadragénaire est arrêté puis entendu dans les locaux de la police judiciaire.
Il parle concernant Vincent de consentement et c'est là où il est loin d'être bête. Il va parler du fait que les relations consenties avec Vincent, pour coller sur les dates, se passent après ses 15 ans. Donc en fait la majorité sexuelle en France. Tandis que les déclarations de Yonick laissent perplexes les enquêteurs, une perquisition est réalisée au domicile de ses parents, chez qui il habite encore. Et effectivement, ils mettent la main sur plus d'une centaine de milliers de fichiers à caractère pédopornographique. Photos, vidéos, que sais-je encore. Et ils estiment finalement qu'en une dizaine d'années, ce sont plus de 208 000 fichiers de ce type qui ont transité dans ses mains. C'est colossal. Interrogé à ce sujet, l'homme a une réponse, toute trouvée. Il ne peut que reconnaître qu'il a ces fichiers et qu'il les regarde. Sauf qu'il va essayer de dire que ça y est, il a arrêté, c'est plus son truc, ça fait un petit moment qu'il a mis de la distance, il se reconstruit par ailleurs. Faux. Les dates de téléchargement ne correspondent absolument pas à ce qu'il dit. Jusqu'au dernier moment, il était fan de ce genre de fichiers, il en était boulimique, il s'abreuvait de ça manifestement. Alors, les enquêteurs vont-ils faire d'autres découvertes accablantes? Comment se passera la confrontation avec Vincent? Est-il la seule victime du prédateur? À Périgueux, après 24 heures de garde à vue, les policiers veulent pousser Yonick dans ses retranchements. Et pour cela, ils organisent une confrontation avec Vincent, sa victime présumée. C'est toujours un moment important lors d'une enquête, c'est là vraiment où on voit les sentiments des deux, où la personne peut craquer. Le moment où les enquêteurs commencent à sentir si oui ou non il y a affabulation. Le cas de Vincent est particulier parce qu'on voit que ça dure depuis très longtemps. Mais rien n'y fait. L'ancien responsable de la salle de jeu continue d'affirmer que ses rapports avec Vincent étaient consentis. Il y a toujours une reconnaissance à demi-mot, voire pas de reconnaissance, et toujours une façon de se déculpabiliser ou tenter de justifier ses faits. Voilà, donc ça a toujours été ça, c'est toujours mais je lui donnais de l'argent, mais j'ai fait ça pour lui, mais il était en difficulté. On est toujours un petit peu dans ce mode de défense en fait, un petit peu de ne pas reconnaître en totalité. Pour les enquêteurs, Yonick ne dit pas toute la vérité. Ils en sont d'autant plus persuadés que Vincent leur a fait de nouvelles révélations. Il se retrouve avec un ami chez Yonick, où Yonick, qui lui ne s'alcoolise pas, les alcoolise, enfin en tout cas leur propose de l'alcool. Et puis même ça ira jusqu'à des fellations réciproques. Cette nouvelle victime, que nous appellerons Antoine, était âgé de 15 ans au moment des faits, à l'été 2004. Face aux policiers, Vincent raconte que cette énième agression sexuelle a eu l'effet d'un véritable électrochoc sur eux. Et là, ils se regardent et ils disent non, stop, on arrête. Et s'il n'y avait pas eu cet événement, peut-être que ça aurait duré encore plus, on ne sait pas. Le 6 juin 2012, après 48 heures de garde à vue, Yonick est mis en examen pour détention et diffusion de fichiers pédopornographiques, corruption, agression sexuelle et viol sur mineurs de moins de 15 ans. Le 25 juin, Antoine décide, à son tour, de déposer plainte. Je pense qu'il se sentait victime isolée, sans dire que l'une des plaintes soutenait l'autre. C'était aussi pour dénoncer des faits graves et éviter que de nouvelles victimes soient faites. Au commissariat, Antoine explique comment, adolescent, il est tombé entre les griffes de ce prédateur.
Il va commencer donc à fréquenter cette salle de jeux vidéo et j'allais dire dans le même processus qu'avec Vincent, commencer à sympathiser avec Yonick, qui va un peu le prendre sous son aile, qui va être un petit peu la figure paternelle qu'il n'avait plus, l'emmener au restaurant, lui donner un peu d'argent et de façon insidieuse, le contexte sexuel va se mettre en place. Les similitudes avec l'histoire de Vincent sont saisissantes. Suite au témoignage d'Antoine, Yonick est auditionné une nouvelle fois. Il prétendra qu'avec Vincent c'est une relation amoureuse. Avec Antoine, il dira alors là carrément que c'est pour l'éduquer sexuellement. Ou voire même pour tenter avec Antoine des choses qu'il fera avec Vincent. Pour les enquêteurs de la police judiciaire de Périgueux, le profil de Yonick semble de plus en plus inquiétant. Comme toutes les victimes un peu de Yonick, plutôt des jeunes un peu isolés, timides, renfermés sur eux, pas des jeunes, on va dire, très expansifs dans leur vie. Il y a une véritable emprise psychologique, bien sûr. Des enfants et un adulte. Comment il peut en être autrement? Ça ne peut pas être autrement. La relation est totalement déséquilibrée. Il n'y a pas de relation. C'est un chasseur et c'est des proies. Un prédateur des proies. Alors, que va révéler la suite de l'enquête? Depuis combien de temps Yonick sévit-il? Et quelles seront les conclusions des expertises psychologiques? À Périgueux, au mois de juillet 2012, le docteur Paul Bonan rencontre Yonick à la maison d'arrêt afin de dresser son profil psychologique. Il y a chez lui une forme d'immaturité et une forme de méconnaissance de la sexualité, avec des difficultés à aller vers des gens de son âge ou plus âgés que lui. Et c'est pourquoi il s'est rapproché d'enfants ou de jeunes adolescents, comme si finalement il était à l'égal de ces jeunes enfants ou de ces jeunes adolescents. Mais pour l'expert, cette perversion va encore plus loin. C'est qu'il rapporte que finalement c'était eux, c'est-à-dire les enfants ou les jeunes adolescents, qui étaient à la recherche de ce contact, qui étaient demandeurs, et il se dit victime d'avoir répondu favorablement aux attentes des mineurs qui, en quelque sorte, ont facilité le passage à l'acte. Les conclusions du docteur Paul Bonan sont sans appel. Il n'a pas de pathologie mentale, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de dangerosité psychiatrique. Par contre, le profil est très nettement d'un pervers pédophile. Désireux de lever le voile sur la personnalité trouble de Yonick, les enquêteurs poursuivent leurs investigations auprès de ses anciens employeurs. On entendra bien sûr l'école qu'il employait, qui donnera en fait les dates de ses périodes d'emploi et qui dira qu'il avait repostulé quelques années après. Alors il ne sera pas sélectionné parce que il y avait des rumeurs et des informations comme quoi il contactait des mineurs par internet. Après plusieurs mois de travail titanesque, une ancienne plainte refait surface. Et encore une fois, il s'agit d'un jeune garçon que nous appellerons Léo. Au mois de juillet 2011, Léo, 14 ans, avait déposé plainte pour agression sexuelle. Ce petit garçon déposera plainte en expliquant que c'est pareil, un passionné de jeux vidéo, passionné de jeux de rôle. Il part un week-end avec Yonick, son compagnon qui a 21 ans, en Creuse, et où, lors d'une sieste, il sentira Yonick lui caresser le sexe par-dessus le drap. Alors que 200 km le séparent de son père, Léo se sent pris au piège. Il arrive à sortir de la maison, à téléphoner et à dire « Papa, il se passe des choses qui ne vont pas ». Son père arrive, il pète presque les plombs, il prend son gamin, il part en voiture et
il est bouleversé. Accompagné de son père, Léo dépose plainte. Mais à cette époque, Yonick ne sera ni convoqué, ni inquiété, faute de preuves concrètes. Fort de cette information, la déposition du jeune garçon est ajoutée au dossier. L'ancien responsable de salle de jeu est désormais accusé de viol et d'agression sexuelle par 3 personnes différentes. Alors, le procès de Yonick fera-t-il toute la lumière sur ses crimes? Parviendra-t-il à expliquer ses gestes? Et comment les victimes vivront-elles cette audience? Le jeudi 11 septembre 2014, plus de 2 ans après le début de l'instruction, le procès tant attendu du pédophile de Périgueux s'ouvre aux assises de Dordogne. Il y a une sorte de chape de plomb qui se pose sur la salle d'audience et c'est toujours très difficile. Assis sur le banc des parties civiles, aux côtés des 2 autres victimes, Vincent, 23 ans, se prépare à affronter son bourreau. C'est quelqu'un qui est fragile parce que c'est l'histoire de sa vie. C'est pas aussi évident d'être là devant ses juges et, j'allais dire, devant un jury et éventuellement du public pour raconter ce qui s'est passé. Je crois que c'est quelqu'un qui attendait réellement le procès pour avoir une vraie reconnaissance de sa qualité de victime. Tour à tour, Vincent, Antoine et Léo trouvent le courage de raconter leur histoire à la barre. Les témoignages qui se succèdent, c'est toujours poignant, c'est toujours très très dur. Tout le monde est silencieux. Ils espèrent avoir une reconnaissance pleine et entière de la responsabilité de Yonick et ils vont pas l'avoir. Ils vont avoir quelqu'un qui est derrière un mur, qui reconnaît à demi-mot, qui minimise, qui, comme le font beaucoup les accusés, va un petit peu culpabiliser les victimes en indiquant qu'elles ont participé aux faits. Yonick va encore plus loin et prétend même avoir eu des relations amoureuses avec eux. Pour lui, c'est pas un adulte, Yonick. Quand il est dans des rapports sexuels, pour lui, c'est un garçon. Donc il trouve ça normal. Sauf que durant tout le procès, il a fallu expliquer que non, c'est pas normal d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes garçons. C'est seulement après 3 jours d'audience que Yonick esquisse un début de regret. Finalement, après le réquisitoire implacable de l'avocate générale, implacable, les faits sont là, il n'y a rien à dire. Il sera bien obligé de reconnaître que oui, effectivement, il a fait ça et surtout que ça ne se fait pas faire ça. Surtout que ça ne se fait pas. Le lundi 15 septembre 2014, Yonick est condamné à 12 ans de prison, ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire de 10 ans, et l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec des mineurs. Les parties civiles sont, contentes du résultat. Après, voilà, c'est une page qui se tourne, le process fini. Après, il y a toute la reconstruction, personnelle à entreprendre. Aujourd'hui, 20 ans après les faits, les 3 jeunes hommes se sont défaits de l'emprise de Yonick. Vincent est installé à Paris et a retrouvé un équilibre familial. Antoine s'est marié et poursuit une activité de développeur web. Léo, quant à lui, vit entouré de ses proches à Périgueux. C'est un livre qui se ferme. Après, le nouveau livre, c'est une page blanche, c'est à eux de l'écrire. J'espère pour eux qu'ils l'écrivent bien et en tout cas qu'ils évoluent plus que favorablement. Crime
se rend maintenant à Saint-Magne, en Gironde. Le 24 juillet 2014, Colette est retrouvée morte dans les décombres de sa maison calcinée. Découvrez cette affaire bouleversante pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le destin tragique de Colette, une retraitée portée disparue suite à l'incendie de sa maison. Une enquête hors norme qui va lancer les gendarmes sur les traces d'un suspect bien décidé à ne pas leur faciliter la tâche. Lorsqu'il les voit, il prend la poudre d'escampette. S'ensuit une course-poursuite digne des films, au cours de laquelle il va prendre tous les risques possibles et imaginables pour fuir. Certains gendarmes d'ailleurs seront percutés dans cette action et il réussira encore une fois à disparaître. Nous sommes à Saint-Magne, un village d'environ 1000 habitants, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Située à une 50aine de kilomètres de Bordeaux, la commune est réputée pour son calme et sa tranquillité. C'est un tout petit village qui est un peu perdu, c'est le début des Landes, de Landes de Gironde. Donc c'est très isolé, ce sont les gens qui veulent vivre à la campagne, qui vivent là. C'est une commune où il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il fait bon vivre. Il n'y a pas proprement parlé de difficultés particulières dans cette ville. Pourtant, le 24 juillet 2014, un événement dramatique va venir perturber la sérénité du village. Et tout commence par un fait plutôt inhabituel. Vers 21h, une automobiliste signale un feu de forêt sur la commune de Saint-Magne. Rapidement, les pompiers sont dépêchés sur place et se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'un feu de forêt, mais de l'incendie d'une habitation. Pour les hommes du feu, il y a urgence. Quelqu'un pourrait bien être resté bloqué à l'intérieur de la maison. À leur tour, ils alertent les gendarmes qui arrivent sur place aux environs de 22 heures, après avoir fait quelques vérifications. Ils identifient dans un premier temps la propriétaire de cette habitation, Colette, qui est une dame de 74 ans, qui vit là épisodiquement, qui vient régulièrement en week-end parce qu'elle profitait de sa retraite. Il est alors possible que Colette se trouve à l'intérieur de la maison. Mais les flammes empêchent les enquêteurs d'entrer. Ils récoltent donc un maximum d'indices en attendant. Ils constatent sur place que son véhicule n'est pas là, il n'arrive pas à la joindre par téléphone. Donc ils arrivent vers 23h à joindre son fils qui s'étonne, indiquant qu'il a laissé sa mère sur place aux environs de 18h et qu'elle était supposée être sur les lieux. Les gendarmes redoutent le pire, mais ils ne peuvent poursuivre leurs investigations, toujours bloqués par les flammes, qui continuent à ravager la bâtisse. Impuissants, ils doivent attendre que les pompiers réussissent à maîtriser le feu. Alors, Colette est-elle prisonnière des flammes? Est-elle toujours vivante? Et quelle est la nature de cet incendie dramatique? À Saint-Magne, le jour se lève et le feu est presque maîtrisé. Les enquêteurs font alors une découverte inquiétante
à proximité de la maison. Très rapidement va être découvert le téléphone portable qui reste allumé de Colette, qui se situe à une trentaine de mètres dans l'herbe. La retraitée aurait-elle perdu son portable en voulant échapper à son agresseur? Il est 11 h quand les enquêteurs peuvent enfin entrer dans la maison, ou du moins, ce qu'il en reste. Et très vite, un détail attire leur attention. Il y a des départs de feu qui semblent avoir été simultanés à des endroits différents, donc ce qui laisse à penser qu'il s'agit d'un incendie à nature criminelle. Les enquêteurs sont donc bien face à une scène de crime. Mais où se trouve Colette? C'est en pénétrant dans la cuisine qu'ils font face à l'horreur. Ils vont faire une macabre découverte puisqu'ils vont découvrir un corps, visiblement d'une femme. Un corps calciné qui est un peu caché sous une porte de frigo. Selon les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du corps de la retraitée. La victime est envoyée à l'Institut médico-légal pour y être autopsiée et identifiée. Colette, c'est une femme qui a mené une vie tout à fait banale, j'ai envie de dire, qui a été mariée, qui a eu donc ses enfants, qui a travaillé comme agent d'entretien, qui a pris sa retraite. Fille unique, Colette a toujours vécu en Gironde. Mariée à Gérard, elle est mère de 2 enfants, Patricia et Didier. Divorcée et après 30 ans de carrière, elle s'installe dans une maison à Blanquefort, en banlieue bordelaise, pour profiter d'un cadre de vie bucolique. C'est à la mort de sa mère, au début des années 2000, qu'elle hérite de la maison familiale située à Saint-Magne. Colette est une personne qui a 74 ans, qui profite de sa retraite pour aller jardiner dans son domicile, qui s'occupe régulièrement de ses petites filles. C'est une femme qui est décrite comme quelqu'un qui est très avenante, très souriante. Mais c'est quelqu'un qui est fragile, fragilisé par la maladie, parce qu'elle a un cancer et que ce jour fatal de juillet, elle va apprendre de mauvaises nouvelles sur l'évolution de son cancer. Les enquêteurs sont perplexes. Qui aurait pu en vouloir à cette retraitée sans histoire et dont les jours étaient comptés? N'ayant que peu d'indices, ils commencent par interroger les voisins de la victime. Très vite, un couple de retraités affirme avoir croisé un individu, pour le moins intrigant. Ils racontent avoir vu un vagabond venir leur demander à boire, une personne, disent-ils, d'environ 1,75 m qui avait une barbe poivre et sel, qui était habillé en tenue de camouflage et qui visiblement aurait quelque chose qu'ils auraient tout de suite perçu comme pouvant être un fusil. Des informations qui concordent avec celles que viennent de recevoir un autre service de gendarmerie à quelques kilomètres de là. Les gendarmes ont été dépêchés sur place et ils se sont rendus compte qu'au sein de la Pamombière, quelqu'un s'était introduit et avait dérobé certains éléments, notamment des cartouches de chasse, notamment un pantalon de treillis. Le chasseur affirme que sa cabane a été visitée le vendredi 25 juillet au matin, soit le lendemain du drame. Alors, qui est ce mystérieux vagabond? Y aurait-il un lien entre ces deux événements? Et que va révéler l'autopsie du corps de Colette?
À la brigade de Belin-Bélier, le rapport d'autopsie vient d'arriver sur le bureau des gendarmes. Le médecin légiste confirme les soupçons des enquêteurs. Il s'agit bien du corps de Colette. Quant aux causes de la mort, elles sont très claires. Il a été retrouvé donc 2 impacts de balles au niveau de l'abdomen, un impact plus important au niveau de l'aorte. A priori des conclusions définitives et il s'avère que la victime est décédée donc d'un choc hémorragique à ce niveau-là. Elle est morte avant l'incendie, parce qu'on ne retrouve pas de traces de fumée dans les voies aériennes. Elle avait une phobie du feu et son angoisse, c'était d'être incinérée. C'est un détail affreux, parce que c'est effectivement le sort qui lui sera réservé. Le médecin légiste précise également que les balles provenaient d'un fusil de chasse. Pour les gendarmes, la présence du vagabond sur les routes près de Saint-Magne et le meurtre ne sont donc plus une coïncidence. Il faut donc mettre la main sur ce mystérieux suspect. Et justement, dans la soirée du 25 juillet, un nouveau témoignage leur parvient. Il s'agit du témoignage de Benjamin qui vient raconter qu'il connaît certain François qu'il aurait vu passer avec un véhicule correspondant ou pouvant correspondre à celui de Colette. Il indique également qu'il sait que François a souvent dans son véhicule des armes. Les gendarmes vont tout de suite s'intéresser à ce personnage qui va s'avérer être atypique, pour ne pas dire singulier. C'est un homme de 45-46 ans. C'est un chasseur. Il vit dans les bois. Il vit de chasse et de pêche, j'ai envie de dire, de manière très rustique. Déscolarisé dès la 6e, François n'a jamais fait d'études. Il a passé une grande partie de son adolescence à travailler pour son père dans la scierie familiale. L'homme est décrit comme froid et brutal, voire violent avec les enfants. Il a été soumis très vite ou très tôt à des carences affectives, voire éducatives, avec un père alcoolique, âpre au gain, que l'on imagine lui aussi assez fruste dans ses comportements, peut, à mon avis, disposer à démontrer des marques d'affection à sa progéniture. Une mère qui est décrite comme beaucoup plus affectueuse que son époux, mais qui aurait perdu la vie sous l'effet des violences de son mari, ce qui est quand même pas une affaire très banale. Incapable de s'intégrer ou de se stabiliser dans un emploi du temps en particulier, François a ensuite enchaîné les petits boulots, puis les condamnations. Très rapidement apparaît un parcours pénal extrêmement lourd et qui est marqué de manière constante par le déni de l'intéressé sur toutes les condamnations qu'il a subies. Accusé du meurtre de l'un de ses compagnons de régiment en 1994, mais aussi des faits de corruption de mineurs, de violences aggravées ou encore de vol, François a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, se disant victime d'erreurs judiciaires. C'est quelqu'un qui a passé une grande partie de sa vie en détention. Il a été condamné une première fois pour meurtre dans le cadre de son service militaire et il a ensuite été condamné à plusieurs reprises pour des faits de détournement de mineurs, exhibition, ce genre de choses. Pour les gendarmes, l'homme est donc extrêmement dangereux et il ne se laissera sans doute pas arrêter facilement. Une information corroborée par un autre service de gendarmerie. François est en effet déjà recherché et impliqué dans un délit de fuite. Et le 18 juillet 2014, donc une grosse semaine avant les faits, il aurait
percuté lors d'un contrôle des gendarmes. S'en est suivi une course-poursuite et il a réussi à leur échapper. Alors, où se trouve le fugitif? Les enquêteurs réussiront-ils à mettre fin à cette interminable cavale? Et surtout, François est-il le meurtrier de Colette? À Belin-Bélier, les enquêteurs se mobilisent pour retrouver la trace de François. Avec l'appui de plusieurs autres brigades, ils mettent en place un vaste dispositif de surveillance. Et bientôt, leurs efforts sont récompensés. Le 28 juillet, les gendarmes vont repérer François qui est sous un pont. Lorsqu'il les voit, il prend la poudre d'escampette avec le véhicule de Colette. S'ensuit une course-poursuite digne des films, au cours de laquelle il va prendre tous les risques possibles et imaginables pour fuir. Certains gendarmes d'ailleurs seront percutés dans cette action. Et il réussira encore une fois à disparaître. 4 jours après les faits, François est une nouvelle fois aperçu. Les gendarmes restent sur place, mettent un dispositif de surveillance au niveau de ce pont SNCF et François s'y rend à nouveau en fin de journée. Là, une nouvelle course-poursuite a lieu. Il va se terminer dans les rues de Beautyran. Après un nouvel accrochage, François abandonne le véhicule et tente de s'enfuir à pied. Mais il est finalement rattrapé au bout d'une centaine de mètres et interpellé. Les enquêteurs procèdent alors à la fouille du véhicule de Colette. On va retrouver des cartouches, on va retrouver un treillis, on va retrouver un couteau à la gueule. Des éléments qui concordent avec ceux déclarés volés, mais aucune trace du fameux fusil de chasse. Dès le soir même, François est placé en garde à vue. Il va nier totalement être d'une façon ou d'une autre responsable de la mort de Colette. Il va juste se contenter de dire qu'effectivement il la connaît depuis longtemps, sans être en mesure de donner son nom d'ailleurs, mais il appelle la mamie. Il explique que régulièrement il vient faire pour son compte de menus travaux à son domicile, comme ça a été le cas, dit-il, cet après-midi-là. Pour les enquêteurs, sa version des faits ne tient pas la route. Pas plus que ses explications quant à sa présence au volant de la voiture de Colette. Il dit qu'elle va très gentiment demander de se charger, d'amener la voiture, la fameuse voiture au volant de laquelle il se trouve, cette voiture chez le garagiste, parce qu'il y a un problème de cardan, je crois. D'abord, est-ce que cette voiture, elle avait besoin de réparation? Non, on apprendra un peu plus tard. Et puis, le fils de Colette va être entendu en qualité de témoin et on va lui demander s'il connaît ce fameux François. Il ne l'a jamais vu. Dans les heures qui suivent, et malgré les dénégations du suspect, le parquet de Gironde décide d'ouvrir une information à l'encontre de François pour meurtre. L'homme de 41 ans est mis en examen et incarcéré. Alors, que s'est-il vraiment passé ce soir d'été 2014? Quel est le mobile du crime? Quant à François, finira-t-il par dire la vérité?
À la gendarmerie de Belin-Bélier, l'instruction est en cours et les enquêteurs commencent par recueillir des preuves matérielles. Les gendarmes prennent soin de couper les ongles de François, sous lesquels on va retrouver des résidus de produits inflammables que l'on va comparer avec le produit inflammable qui a été retrouvé dans la maison incendiée, et ces deux produits sont parfaitement compatibles. François pourrait donc bien être la personne qui a mis le feu à la maison. Mais les gendarmes n'ont toujours pas de mobile. Pourquoi s'en être pris à Colette? Une expertise psychiatrique est alors réalisée. On n'a pas de profil victimologique très stable. C'est à la fois un jeune militaire, puis une dame plus âgée, puis une jeune femme, puis des enfants impubères. Donc, on a l'impression d'une sexualité comme ça qui se cherche, qui à l'évidence ne s'est pas trouvée. Si Colette n'a pas subi d'agression sexuelle, ce n'est pas le cas de toutes les victimes de François. Et d'après le psychiatre, ce profil est particulièrement alarmant. On a l'association d'une personnalité psychopathique et ce qu'on pourrait quasiment appeler des perversions sexuelles, et surtout, ce qui m'est apparu comme extrêmement inquiétant, l'association de la sexualité et de la violence. Donc moi j'ai conclu, lorsque j'ai eu à résumer mon examen, à un profil très proche effectivement des tueurs en série. Si l'analyse psychiatrique est indiscutable, certaines preuves matérielles manquent encore au dossier. Un premier élément qui a été évoqué, c'est l'absence de sang, donc absence de sang de la victime sur les vêtements de François. Autre élément, c'est l'ADN. Aucun ADN n'a été retrouvé qui permettrait finalement de le relier directement au meurtre de Colette. Et pour l'heure, les gendarmes n'ont toujours pas la preuve que le suspect a effectivement utilisé une arme le jour du drame. Si François avait véritablement, avec un fusil, tiré sur Colette, on aurait forcément des résidus de traces de tir sur ses mains, sur ses vêtements, sur sa barbe, sur ses cheveux. Or, les seuls résidus qu'on a pu trouver, ce sont des résidus sur le pantalon. Or, le pantalon qu'il portait, c'est un pantalon qu'il aurait dérobé quelques jours auparavant au sein d'une palombière. Palombière, c'est un lieu de chasse, donc forcément, tous les vêtements qu'on peut trouver dans une palombière vont avoir des résidus de traces de tir. Alors, François est-il le meurtrier de Colette? Quelle sera sa version face aux jurés? Finira-t-il enfin par dire la vérité? Le 9 octobre 2017, à Bordeaux, 3 ans après les faits, le procès de François s'ouvre devant les assises de la Gironde. Pour les proches de la victime, cette audience est l'occasion de comprendre ce qui est vraiment arrivé à Colette. Quelle que soit la dureté de ce que l'on peut entendre, ils ont toujours envie de savoir quels ont été les derniers instants d'un proche qui leur a été enlevé avec autant de brutalité. Face aux jurés, dans le box des accusés, François ne laisse filtrer aucune émotion. C'est un homme dont on n'oublie pas le regard. C'est un homme qui a un regard perçant, qui vous glace, un homme déshumanisé, qui n'a aucun affect. Au fil des audiences, le suspect se contente de toiser les parties civiles, refusant de faire le moindre commentaire sur ce qui est dit.
François, pendant tout son procès, est resté muet. Il n'a répondu à aucune question. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. Il n'y a que lui qui pouvait donner un minimum d'explications. Mais comme de toute façon, depuis le début, il nie, on n'était pas non plus très surpris. Dès qu'il s'exprimait, il a eu l'impression que de toute façon, c'était acquis qui était coupable. Donc il n'a pas souhaité revenir forcément sur ses déclarations. Pour lui, le procès était déjà fait avant même le procès d'assises au regard de son casier judiciaire. Après 5 jours de procès, la cour d'assises de Bordeaux condamne François à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il a accueilli ce verdict avec la même attitude qu'il aura eue pendant tout le procès, sans un mot, sans un geste, sans un cri, comme s'il avait été sûr de l'issue de ce procès. Une condamnation amplement méritée, selon les proches de Colette. La famille est soulagée en se disant il s'en est pris à notre maman, les petits-enfants certains sont adolescents, il s'en est pris à notre grand-mère, eh bien il s'en prendra plus à personne d'autre. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la région de Saint-Magne. Mais si les proches de Colette sont rassurés de savoir le meurtrier derrière les barreaux, il est difficile pour eux de faire leur deuil sans avoir eu certaines réponses. La difficulté de ce dossier, c'est que malgré le travail des enquêteurs, il existe et il existera toujours des zones d'ombre. On reproche à François d'avoir commis le pire. Pour autant, on n'est pas en mesure d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait pu commettre ce pire. Alors, est-ce qu'il est venu chez Colette? Est-ce qu'il a voulu lui voler sa voiture? Est-ce qu'elle s'en est rendue compte? Est-ce que... Tout ça, ce sont des questions auxquelles on n'aura jamais de réponse.